et pouvoir. Gold Roger avait amassé toutes les richesses du monde. Et alors qu'il marchait vers sa propre mort, il avait tout d'un roi fier et digne. La passion et les rêves sont comme le temps. Rien ne peut les arrêter. Et il en sera ainsi tant qu'il y aura des hommes prêts à donner un sens au mot liberté. Personne ne regardait One Piece quand j'étais gosse. D'aussi loin que je m'en souvienne, que ce soit au collège ou au lycée ou même au quartier, vraiment personne. Tous mes potes étaient sur Dragon Ball Z ou Naruto qui commençait à percer, mais One Piece, c'était le truc bizarre avec le mec au chapeau de paille qui s'étire comme un chewing-gum. Tout le monde trouvait ça nul, enfantin, voire trop cartoon. Et je suis sûr que toi aussi tu as connu ça, mais pourtant gros retournement de veste, parce qu'aujourd'hui, regardez ça, plus de 578 millions d'exemplaires vendus dans le monde, un phénomène mondial qui dépasse le manga pour devenir un symbole de résistance mondiale, des manifestants brandissant le drapeau de Luffy de Hong Kong à Madagascar en passant par l'Indonésie et le Népal, et Netflix misant plus de 140 millions de dollars sur une adaptation live-action qui cartonne. Et le plus dingue, c'est que même Harvard étudie son impact sociologique avec une étude baptisée How One Piece Shaped a Generation. Donc oui, on peut le dire, mais One Piece a atteint les sommets de la révolution culturelle. Et donc aussi, oui, sous couvert d'une vidéo amusante sur One Piece, ce qu'on va découvrir aujourd'hui ensemble, c'est que derrière cette exploitation planétaire se cache une question bien plus profonde qu'il n'y paraît. Une question que tout le monde croit comprendre, mais qu'en réalité, personne n'a réellement exploré. Une question thématique qui risque probablement de bouleverser tout ce que vous pensiez savoir du succès, de la liberté et même sur vous-même. Donc voilà, je pose ça là, mais qu'est-ce qu'est vraiment qu'être le roi des pirates? Bon, allons-y, qu'on en finisse rapidement. Ok, commençons par le commencement. C'est quoi un pirate? Parce qu'avant de comprendre ce que signifie réellement être le roi des pirates, il faut déjà comprendre ce que signifie réellement la piraterie. Dans le monde réel, le monde qui est le nôtre, les pirates étaient des révoltés, des hommes et des femmes qui refusaient l'ordre établi, qui rejetaient les lois, les rois et les empires pour créer leurs propres règles. Barbe Noire, Anne Bonny, Captain Kidd, ces noms résonnent encore aujourd'hui parce qu'ils incarnaient une forme de liberté absolue, celle de vivre selon ses termes, selon ses règles, même si c'était dangereux et violent. Mais Hollywood et la pop culture ont transformé cette réalité brutale en quelque chose de palpable, d'aguicheur, de fantastique, voire même de romantique. Pirates des Caraïbes qui mériterait une vidéo dédiée, et Peter Pan, L'île au trésor, la piraterie est devenue la métaphore du rêve et de l'aventure. Fini les pillages et la violence et bonjour la quête et les trésors et la camaraderie. Et c'est dans tout ce folklore que One Piece devient brillant et pertinent dans son propos. Eiichiro Oda a pris ces deux visions de la piraterie historique et romantique et en a fait quelque chose de complètement nouveau. Ah, c'est incroyable. Mais enfin, qui es-tu? Je m'appelle Monkey D. Luffy. Et vous verrez, le roi des pirates, ce sera moi! Ce rêve, bien au-delà de celui de Luffy, c'est celui d'Eiichiro Oda, l'illustre auteur de cette odyssée. Imagine un gamin, un adolescent au Japon, passionné de dessins, de personnages étranges, de bateaux et de mythes. Ça donne Eiichiro Oda. Et comme tu as sûrement dû le voir à de nombreuses reprises sur d'autres vidéos YouTube, Oda est né le 1er janvier 1975. Et très tôt, il avale des mangas, des dessins animés, tels que Dragon Ball et Vic le Viking. Et comme on pouvait s'y attendre de la part d'un jeune enfant qui vit à l'orée des années 80 où les nouvelles technologies commençaient à peine à se démocratiser et l'apparition de la télé dans les nouveaux foyers commençait à peine à émerger, et bah tout ceci le marque particulièrement. L'idée de pirate, d'aventure maritime, de liberté, et tout ceci le hante en fait. Il est donc logique qu'à 17 ans il dessine son premier one-shot qui d'ailleurs remporte le second prix du Tezuka Award, et cette œuvre je suis sûr que vous la connaissez, Wanted. Mais dites-vous bien que ce succès est de jeunesse, pas encore énorme, c'est pas One Piece, ça lui ouvre les portes vers la reconnaissance certes et des possibilités, mais ça reste encore très amateur.
Pourquoi? Bah parce qu'une chose, la réalité. Et croyez-moi que la réalité du monde des mangaka au Japon dans les années 80-90, elle est là et elle est bien rude. Aux côtés de grands noms comme Akira Toriyama, Yoshihiro Togashi, Hiroyuki Takei ou même Kentaro Miura, notre bien-aimé Oda faisait réellement pâle figure et donc il ne se lança pas dans une grande série. Et pour se démarquer du lot, bah pas d'autre choix, faire des one-shots. God Give for the Future Kami, Kiyako et Monster que vous connaissez sûrement. Ses œuvres expérimentent son style, ses idées, certaines choses et idées d'ailleurs que l'on verra plus tard dans One Piece. Plusieurs personnages, des lieux bizarres, des monstres et des transformations sont déjà là en germe. Et pendant qu'il travaille sur ces histoires, il fait aussi l'assistant pour des mangaka un peu plus célèbres, notamment Nobuhiro Watsuki, le créateur de Kenshin. Ce qui fait que cette expérience l'aide à observer et à apprendre la discipline, les deadlines et surtout les critiques. Et ça, à cette époque-là, déjà, il désire se démarquer, d'être unique. Et donc, avant que One Piece ne commence réellement, en 1997, Oda publie 2 versions d'un one-shot. Bien entendu, on parlera là de Romance Down. Et c'est là, précisément là, que le prototype de Luffy apparaît. Cette idée d'enfant, de chapeau, de mer, de rêve et de liberté. Le monde, les îles, les navires, certains personnages, certaines idées de pirates, de voyage, tout est dans Romance Down. Vous voulez des exemples? Ok. Boogie qui devient Baggy. Zoro, initialement dans Romance Down comme l'un des subordonnés d'un pirate, se transforme ensuite en un chasseur de pirates errants. Et donc en août 1997, One Piece débute dans le Weekly Shonen Jump. Et ça, les amis, c'est une grande étape. Mais ce n'est pas magique dès le départ. Il y a des doutes, des critiques. Oda n'imaginait pas que ça durerait des décennies. Il pensait qu'il pourrait s'arrêter après 2, 3, voire 5 ans. Tu parles. 30 ans, le bordel. En gros, il ne s'attendait absolument pas à ce que cette histoire s'étende si longtemps avec autant de personnages et autant d'îles et de mystères. Et c'est donc à cette période, en constatant ce léger succès de sa création au Japon, qu'il se dit qu'il y a peut-être quelque chose à jouer et se met à travailler énormément. Peu de sommeil, des horaires de fou, des moments de remise en question comme tous les mangaka. Le mec doit jongler avec les attentes de l'éditeur et avec le fait de le surprendre, de tenir les lecteurs en haleine et de garder le rythme. Et ça, c'est un peu comme un youtubeur, un gars comme moi qui plafonne entre 300 et 400 vues en moyenne. Abonnez-vous. Mais plus sérieusement, niveau humour, il s'inspira pas mal de Dragon Ball Z de Toriyama. Son humour, ses combats, ses transformations et la façon dont les personnages se lient par la folie et de l'aventure. Et Jiro Oda le dit lui-même qu'il a été fortement inspiré par Toriyama. Il relisait constamment Dragon Ball Z parce que c'était son enfance, ou Vic le Viking, ou même son propre quotidien. Les fruits du démon, par exemple, viennent de l'idée un peu farfelue et folle qu'il aimerait bien avoir des pouvoirs, comme par exemple, par sa paresse, pouvoir tendre son bras à l'infini. Et bim, tu as Luffy. Et effectivement, et malgré toutes ces persévérances, comme on peut s'y attendre de la part d'un jeune indépendant comme Louise et moi, c'est la dure réalité. Les premiers one-shots ne faisaient pas le buzz, c'était monstrueux. Oda a dû se battre pour être publié, pour ajuster son style et surtout accepter la critique, grosse preuve de maturité. Il n'avait pas d'assistant, comme moi pas de monteur, il a dû se bouffer des heures de travail écrasantes sans compter les doutes créatifs, tout comme moi et les lecteurs, donc les viewers, qui accrochaient à peine à son univers. Autant vous dire que les débuts de One Piece et la compréhension des idées d'Oda étaient compliqués. En gros, le succès n'est pas venu instantanément, il a dû persévérer. Il s'est démarqué de la masse et a construit un univers riche et captivant. Et toute cette expérience de vie, toutes ces galères, ces pleurs et ces joies, et surtout cette envie de liberté, aussi bien créative artistique que financière, ont été retranscrites dans son épopée iconique One Piece.
Donc, dans le monde de One Piece, il n'y a pas qu'un seul type de pirate, il y en a des dizaines, et chaque type représente une philosophie différente de la liberté. D'un côté, vous avez les pirates cruels comme Barbe Noire ou Don Flamingo. Pour eux, être pirate, c'est dominer, écraser, prendre ce qu'on veut par la force. C'est la liberté du plus fort, celle qui nie la liberté des autres. C'est la version sombre mais réaliste de la piraterie historique. De l'autre, vous avez les pirates rêveurs comme Luffy, Shanks ou Roger lui-même. Pour eux, être pirate, c'est poursuivre ses rêves coûte que coûte. Vivre selon ses propres règles mais sans écraser les autres. C'est la liberté romantique, celle qui inspire, qui élève. C'est celle que détient Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes, qui, comme je l'ai dit plus haut, mérite aussi une vidéo dédiée en fonction de vos retours. Donc n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires pour que je sache si ça vous intéresse. Et sans transition aucune, il y a aussi une troisième catégorie, plus subtile, les pirates entrepreneurs, reflètent dans notre monde des Elon Musk, Steve Jobs ou Zuckerberg. Ce sont des crocodiles, des baggy avec sa cross guild. Pour eux, la piraterie est devenue un business, une marque, une image publique à entretenir. C'est la liberté capitaliste, celle qui transforme la rébellion en produit de consommation. Et cette diversité, c'est ça le génie d'Oda. Il nous montre que la liberté n'est pas qu'un simple concept. Il y a autant de façons d'être libre qu'il y a de pirates sur les mers. Et la question n'est plus qui est le plus libre, mais devient quelle est la vraie liberté, ou du moins quelle version de la liberté revendiquée par ces pirates est la plus légitime. Car dans One Piece, le monde est à l'envers. Et ça, vous l'avez bien remarqué, dans One Piece, les gentils sont à quelques exceptions près des hors-la-loi et les méchants portent l'uniforme. La marine, censée représenter la justice et l'ordre, est corrompue jusqu'à la moelle. Le gouvernement mondial cache la véritable histoire, pratique l'esclavage et écrase les peuples et les minorités. Et les nobles mondiaux, ces descendants des fondateurs du gouvernement, sont littéralement des psychopathes qui considèrent les humains normaux comme des animaux à de rares exceptions. Et face à ça, il est logique que les pirates apparaissent comme les vrais héros. Luffy libère des royaumes entiers, Alabasta, Skypiea, Dressrosa et Wano. À chaque fois, c'est un pirate qui renverse un tyran que le gouvernement mondial protégeait en secret. Donc cette inversion de valeur, c'est pas un hasard, car par là, Oda nous dit quelque chose de plus profond sur notre propre monde. Il nous demande qui décide de ce qui est bien ou mal, qui décide de qui sont les héros et qui sont les criminels. Tiens, prenez l'exemple de Robin, recherché depuis l'âge de 8 ans pour le crime de quoi? Savoir lire l'histoire. Ou même Franky, dont le seul tort était de construire des navires trop performants. Vous voyez là toutes les ficelles scénaristiques du monde, car le plus flippant dans tout ça, c'est que dans notre monde actuel, donc réel, combien de criminels ne le sont que parce que les dirigeants l'ont établi comme ça? Combien de héros officiels ne le sont que parce que le système les valide? Et c'est là que One Piece devient révolutionnaire. Oda ne nous raconte pas juste une histoire d'aventure, il nous fait un cours de philosophie politique déguisé en éthique. Il nous dit « Méfiez-vous de ceux qui prétendent détenir la vérité et la justice, méfiez-vous des systèmes qui déguisent leurs ennemis comme des criminels par nature. » Et cette méfiance, elle résonne aujourd'hui encore plus que jamais. Regardez ces drapeaux de Luffy brandis par les manifestants dans le monde entier, à Madagascar, en Indonésie, au Népal. Ces jeunes qui protestent contre leur gouvernement corrompu, ils ont compris le message d'Oda. Ils ont compris que parfois être un hors-la-loi selon le système, c'est être un héros selon la justice et l'intérêt commun, et surtout pour ceux qui suivront. Mais cette thèse-là, soutenue par Eiichiro Oda, va beaucoup plus loin que ça, parce que dans One Piece, même les pirates entre eux ne sont pas tous égaux. Il y a une hiérarchie des territoires et des alliances. Et au sommet de cette hiérarchie, il y a un titre, ce titre qui fascine tout le monde, celui de roi des pirates. Mais qu'est-ce que ça signifie vraiment d'être le roi des pirates, et surtout qui décide de qui mérite ce titre? Fortune, gloire, pouvoir. J'ai trouvé tout ce que ce monde a à nous offrir. Retirez vos entraves, embrassez le large. Mon trésor, je vous le laisse si vous voulez. Alors t'en dis quoi? T'es avec moi?
Avant Goldie Roger, ce titre n'existait pas. Il n'y avait pas de couronnement, pas de cérémonie, pas d'institution qui déclarait « Toi, tu es le roi des pirates ». Ce titre est né de la reconnaissance collective du monde des pirates envers cet homme. Roger a conquis l'impossible. Il a conquis Grand Line, a atteint l'Octane et a rassemblé des richesses phénoménales qu'il a appelées le One Piece. Et spontanément, après cet exploit, les autres pirates l'ont appelé roi des pirates. Pas parce qu'il était le plus fort, même si c'est probablement le cas, mais parce qu'il avait accompli quelque chose d'unique. Il avait fait le tour du monde et découvert ses secrets. Mais attention, le gouvernement, lui, n'a jamais reconnu ce titre. Dans les journaux officiels, Roger était appelé Gold Roger, que d'aucuns qualifieraient de soi-disant roi des pirates, et ils ont changé son nom de Goldie Roger pour cacher la signification du D. Pour eux, il n'était qu'un criminel particulièrement dangereux. Et c'est ça qui est fascinant avec ce titre. Le titre de roi de pirates existe uniquement dans l'imaginaire collectif des pirates et du peuple. C'est un titre populaire, démocratique en quelque sorte. Le monde a décidé que Roger était roi et point final. Et quand Roger a été exécuté, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a lancé une phrase légendaire. Allez, qu'on en finisse, et plus vite que ça. Ah. Hé, toi, le roi des pirates! Ta fortune, tu l'as cachée où? On sait que tu l'as trouvé! Le trésor légendaire! Celui qui les rassemble tous! Le One Piece! Mon trésor, tu veux parler de mon trésor? Je vous le laisse si vous le voulez. Trouvez-le! Je l'ai laissé quelque part en ce monde. Il a démocratisé son propre titre et il a dit « Si vous voulez être le roi à ma place, alors allez-y ». Et depuis, dans l'imaginaire collectif et aux yeux de toute la planète, trouver le One Piece est devenu le critère primordial pour être le roi des pirates. Mais est-ce vraiment le bon critère ? Non, ne me prenez pas pour un fou, peut-être que ça vous semble flou pour l'instant, mais vous allez vite comprendre où est-ce que je veux en venir. Parce que regardez bien, qu'est-ce qu'a vraiment fait la grandeur de Roger ? Est-ce qu'il était juste un collectionneur de trésors ? Est-ce qu'il était juste un explorateur qui avait de la chance ? Non, ce qui rendait Roger spécial, c'était sa philosophie. Il ne voulait gouverner personne à part son équipage et sa flotte. Il voulait juste être l'homme le plus libre des mers. Est-ce que vous saisissez la nuance ? Roger ne voulait pas gouverner les pirates. Il voulait être libre parmi eux. Et c'est là, justement là, que Luffy devient intéressant. Parce que quand on lui demande pourquoi il veut devenir le roi des pirates, il donne exactement la même réponse. Parce qu'il veut être l'homme le plus libre des mers. Luffy ne rêve pas de pouvoir, de richesse ou de domination. Il rêve de liberté. Et ça, les gars, ça change tout. Pourquoi ? Parce que si être le roi des pirates, c'est être l'homme le plus libre des mers, alors la question devient... Qu'est-ce que la vraie liberté ? Chaque membre de cet équipage représente une facette différente d'un rêve humain et donc de la quête de liberté.
Zoro incarne l'honneur et la persévérance. Sa liberté, c'est de poursuivre son rêve sans jamais abandonner, même si ça implique de souffrir. Nami représente la liberté économique. Elle a grandi dans l'exploitation et la pauvreté. En gros, elle a grandi dans la jungle, la S quoi. Son rêve, c'est de cartographier le monde et ne plus jamais dépendre économiquement de personne. Usopp, lui, c'est la liberté du courage ordinaire. Il a peur, il doute et il ment parfois, mais il finit toujours par se dépasser quand c'est important. Sa liberté, c'est d'accepter sa faiblesse pour mieux la dépasser. Sanji, quant à lui, incarne la liberté de la gratitude et de la bienveillance. Il nourrit même ses ennemis parce que pour lui, la vraie liberté, c'est de rester humain quoi qu'il arrive. Tandis que Robin représente la liberté de la connaissance. Elle qui était pourchassée pour ce qu'elle savait, elle comprend que la vraie liberté passe par la vérité, même si celle-ci dérange. Franky, lui, c'est la liberté de création. Il construit des navires parce que créer, c'est laisser sa marque dans le monde sans le détruire. Brook, lui, incarne la liberté de la joie pure. Même après 50 ans de solitude, il continue de rire et de chanter parce que la joie, c'est ce qui te rend vraiment vivant. Et Chopper représente la liberté de l'acceptation de soi, ni vraiment animal, ni vraiment humain, et il a quand même trouvé sa place en étant simplement lui-même. Quant à Jinbei, c'est de la liberté de réconciliation, et il dépasse les préjugés raciaux et la haine ancestrale pour choisir l'amitié. Et enfin, Luffy, lui, c'est simple, il veut juste être le roi des pirates, rien de plus. Ensemble, ils forment une micro-société parfaite, une utopie en miniature, où chacun poursuit son rêve individuel tout en soutenant le rêve des autres, où les différences sont célébrées au lieu d'être craintes et la loyauté se gagne par l'exemple et pas par la force. Et c'est là le vrai message d'Oda, la liberté n'est pas individuelle, la vraie liberté c'est celle qu'on construit ensemble. Et pourtant, malgré tout ça, malgré plus de 25 ans à tout répéter que la liberté c'est accepter les autres et ses différences, certains continuent à rater le message. Car quand l'adaptation live action de One Piece est sortie, tout l'internet mondial s'est embrasé. Des gens ont crié au wok, au massacre, au scandale, simplement parce que Vivi, une princesse courageuse, un membre à part entière de l'équipage au chapeau de paille, une amie fidèle, un symbole d'unité, était interprétée par une femme à la peau plus foncée d'origine indienne. Et c'est là qu'on est en droit de se demander si vous avez vraiment compris ou regardé One Piece. Parce que si vous croyez que cette œuvre parle de couleur de peau ou de pureté raciale, vous êtes passé à côté de tout ce qu'Oda raconte depuis le premier tome. One Piece, c'est une ode à la différence. C'est un monde où un squelette, un homme poisson, un renne et un cyborg parlent ensemble avec un homme élastique. C'est un univers où la valeur d'un individu n'a jamais dépendu de ce qu'il est ou de sa couleur, mais par ce qu'il choisit de faire. Alors oui, c'est une actrice indienne qui incarne Vivi, ok. Et alors? C'est peut-être simplement parce que comme elle dégage aussi ce mélange de noblesse et de compassion qui définit ce personnage. Et en plus, c'est Eiichiro Oda lui-même qui a validé ce cast. Donc si ça vous dérange, alors le problème n'est peut-être pas la série ou l'actrice. Le problème est réellement vous et vos cœurs. Parce que One Piece, c'est justement l'histoire de comment on dépasse la peur de l'autre. Et refuser ça, c'est littéralement de trahir le rêve de Luffy et donc par analogie celui d'Oda, celui d'un monde où chacun peut vivre librement, peu importe où il est, d'où il vient ou à quoi il ressemble. Et cette vision, elle résonne avec celle de millions de personnes dans le monde entier, parce qu'on vit dans une époque où tout nous divise, les classes sociales, les religions, les nationalités, les opinions politiques, et One Piece nous montre qu'une autre voie est possible. Ces manifestants qui brandissent le drapeau du chapeau de paille, ils ne le manifestent pas pour Luffy, ils le manifestent pour cette vision d'un monde où la liberté de chacun contribue à la liberté de tous. Et vu l'ampleur du truc, nous sommes en droit de nous demander comment One Piece a pu passer d'un manga bizarre que personne ne regardait à un phénomène mondial culturel. Comme on l'a dit plus haut, le manga progressait lentement mais sûrement au Japon, mais à l'international, rien du tout. Et puis, quelque chose s'est passé en 2010-2015. Internet
YouTube et les réseaux sociaux. Et soudain, des vidéos One Piece AMV, des analyses de fans et des théories sur One Piece commençaient à circuler. Des influenceurs manga commençaient à émerger et découvraient le manga et en parlaient à leur communauté. Mais surtout, ceux qui avaient grandi avec One Piece au Japon commençaient à devenir adultes et ils se rendaient compte qu'ils n'avaient pas juste lu une histoire d'aventure mais une œuvre beaucoup plus construite. Parce que chaque arc est une leçon de vie déguisée en aventure de pirate et cette richesse émotionnelle, elle a traversé des cultures, des générations et des langages. Un résultat, 578 millions d'exemplaires vendus aujourd'hui, des records Guinness et un produit dérivé à foison et une série d'adaptations de Netflix qui cartonne et surtout une influence culturelle étudiée même à Harvard. Rendez-vous compte de la puissance du truc, une œuvre de fiction a littéralement éduqué une génération entière aux valeurs démocratiques et humanistes, sans prêchi-prêcha et sans leçon de bonne morale. C'est pour ça que le cas Vivi est vraiment problématique et incompréhensible. En tout cas, Oda a créé quelque chose d'intemporel, un symbole universel de résistance à l'oppression et à la quête de liberté. Alors, on en revient à notre question de base, qu'est-ce qu'est vraiment le roi des pirates ? Après plus de 1100 chapitres, après plus de 26 ans de publication, je pense commencer à comprendre où en est la réponse. Et surtout, elle n'est pas si décorrélée de qu'est-ce qu'est le One Piece. Et je crois que tout le monde avait déjà cette réponse dès le chapitre 1 de l'œuvre. Être le roi des pirates, ce n'est pas gouverner les autres pirates, ce n'est pas avoir le plus gros navire ou même le plus gros trésor, ce n'est même pas être le plus fort, même si, on va pas se le cacher, ça aide. Être le roi des pirates, c'est inspirer les autres à poursuivre leurs rêves, c'est prouver que la liberté existe encore dans un monde qui essaie de tous nous mettre en cage, c'est de montrer qu'on peut rester humain même quand tout nous pousse vers l'inhumanité. Goldie Roger l'a fait à sa manière, en découvrant la vérité sur le monde et en la partageant avec tous. Luffy le fait à sa manière, en libérant des royaumes et en inspirant des révolutions. Mais au fond, ils font la même chose, ils réveillent les rêves endormis, ils rappellent aux gens qu'ils ont le droit d'être libres, d'être différents et d'être eux-mêmes. Parce que c'est ça, le message final d'Oda. Les rêves ne meurent jamais, même quand on nous dit que c'est impossible, même quand tout semble perdu, il y aura toujours quelqu'un pour hisser les voiles et partir à l'aventure. Et vous savez quoi, cette leçon, elle dépasse largement la fiction. Dans notre monde réel où on nous répète à longueur de journée qu'il faut être réaliste et que rêver c'est pour les gosses, One Piece nous rappelle une vérité fondamentale. Ce sont les rêveurs qui changent le monde. Ces manifestants avec leur drapeau de Luffy qui rêvent d'un monde meilleur, ils l'ont compris. Et ils savent que pour changer le monde, il faut d'abord oser rêver d'un monde différent. Alors, la prochaine fois qu'on vous dira d'arrêter de rêver, pensez à cette phrase de Barbe Noire qui résume parfaitement l'esprit de One Piece. Les rêves d'un homme ne meurent jamais. Et souvenez-vous que dans un monde qui essaye de vous mettre en cage, le simple fait de rêver fait déjà de vous un pirate. Et le One Piece en lui-même, je vous parie que ce n'est pas de l'or ou des pierres précieuses, même si effectivement il y en aura bien. Je parie que c'est quelque chose qui nous fera rire et pleurer en même temps. Parce que même quand le roi des pirates l'a vu, il a eu une réaction bien singulière. Il a ri à gorge déployée. Et nous n'étions pas en reste. Nous avons ri, nous nous sommes gaussés jusqu'à en pleurer. Si cette plongée dans l'univers du roi des pirates t'a parlé, tu peux continuer à explorer mes autres vidéos. Ici, sur Otascream, j'ai dissèque la pop culture sous toutes ses coutures entre psychologie, pouvoir et récits tordus. Et pour ce qui est du reste, n'hésite pas à exprimer ton opinion ou à dire ce que tu en as pensé de la vidéo dans les commentaires, ils sont là pour ça. Et si cette vidéo t'a plu, tu peux continuer à explorer mes autres vidéos. Ici sur Otascream, j'ai dissèque la pop culture sous toutes ses coutures, entre psychologie, pouvoir et récits tordus. Et si le cœur t'en dit, abonne-toi à cette chaîne ou à mes autres chaînes que tu trouveras en description en fonction des thématiques qui t'intéressent, entre les histoires complètes de tes fictions préférées sur Aramis Crime, de la culture générale et de la critique sociale sur Curious Crime, le gaming et plein d'autres thématiques encore. Et suis-moi aussi sur mes réseaux sociaux, liés en description ou sur la page d'accueil de mon profil. Et sur ce, on se dit à la prochaine vidéo.